Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle thématique, l'impact du stress sur l'organisme. Je vous souhaite une bonne écoute. Impact du stress sur l'organisme. Il me semble important de pouvoir partager ce sujet après avoir vu ensemble ce qu'était le stress dans un précédent podcast. Pourquoi ? Parce que savoir, ça permet déjà de faire de la prévention et savoir peut permettre d'aller sur le chemin de la guérison. Comme abordé dans le précédent podcast sur le stress est une réaction adaptative pour lutter contre un changement afin de ramener l'équilibre. Cet équilibre est aussi appelé l'homéostasie. La source du stress peut être d'ordre physique ou psychologique. Tout facteur physique ou psychologique perturbe l'homéostasie et entraîne ainsi une réponse au stress. Lorsqu'il y a stress, nous avons tous des réactions. Ces réactions comprennent à la fois des changements physiologiques, mais aussi comportementaux. Mais ces réactions peuvent différer selon les personnes. Certaines personnes sauront s'y habituer et donc relativiser, d'autres y résisteront et d'autres encore y seront sensibles, susceptibles. Il existe donc une vulnérabilité propre à chacun face au stress. Lorsqu'il y a stress, nous avons des réactions comportementales. Quelles sont-elles ? Nous avons déjà évoqué le syndrome général d'adaptation et le fait que face à un événement stressant, nous pouvons avoir 3 types de réactions. Le combat, la fuite et le figement. Prenons un exemple. En cas d'agression, vous pouvez réagir par le combat, par la fuite ou par le figement, c'est-à-dire le fait de ne plus pouvoir bouger. Et il n'y a pas de culpabilité à avoir, car ce sont des réactions automatiques qui s'activent par notre système nerveux. Lorsqu'il y a stress, nous pouvons aussi avoir des réponses physiologiques et un certain fonctionnement dans notre cerveau. Voyons comment cela fonctionne. Tout d'abord, abordons le stress et le cerveau. Lorsqu'il y a un agent stresseur, celui-ci va activer des zones spécifiques dans le cerveau, le système limbique et l'hypothalamus. Le système limbique comprend l'amygdale et l'hippocampe. L'amygdale, c'est quoi ? C'est le siège des émotions dans notre cerveau. Lorsqu'elle est activée, elle déclenche les émotions de peur et de stress notamment. L'hippocampe, c'est le siège de la mémoire explicite, c'est-à-dire la mémoire qui fait intervenir la conscience. Le stress peut altérer la capacité de mémoriser. L'hypothalamus. L'hypothalamus a un rôle notamment dans les fonctions de boire, manger, se reproduire, se défendre. Mais il a également un rôle dans le déclenchement des hormones du stress. Voyons donc la partie stress et hormones. Lors d'un événement stressant, 3 hormones principalement du stress sont sécrétées. Le cortisol, l'adrénaline et la noradrénaline. Ces 3 hormones permettent l'adaptation. Elles jouent un rôle de chef d'orchestre dans notre organisme et dans notre cerveau. Voyons comment cela fonctionne dans les 3 étapes du stress, c'est-à-dire dans la phase d'alarme, dans la phase de résistance et dans la phase d'épuisement. Face à un événement stressant, le système va tout d'abord se mettre en phase d'alarme. L'événement stressant va activer l'hypothalamus dans le cerveau qui va activer le système nerveux dit sympathique et ainsi permettre
la sécrétion de 3 hormones du stress, l'adrénaline, la noradrénaline et le cortisol. Adrénaline et noradrénaline contribuent notamment à l'éveil, à la vigilance et à l'attention. Elles sont sécrétées par le biais des glandes surrénales qui se situent au-dessus des reins. Une fois le stress disparu, l'adrénaline et la noradrénaline reviendront rapidement à l'état normal, tandis que le cortisol, qui a une libération plus lente, continuera à augmenter et ne reviendra à la normale que plus longtemps après. Dans cette phase d'alarme, qui est aussi la phase du bon stress, où vous avez par exemple votre enfant qui va passer une compétition de sport, un oral, une épreuve, un examen, vous pouvez aussi constater dans cette phase des effets au niveau du corps, tels que l'augmentation du rythme cardiaque, l'augmentation de la respiration, de la transpiration, du débit sanguin. Les organes impliqués dans la défense sont ici l'appareil cardiovasculaire, les poumons, le foie et les muscles. Lorsque le stress passe en phase de résistance, le cortisol continue à être sécrété. Comment ça fonctionne? L'hypothalamus dans le cerveau, qui est un tissu constitué de neurones, va sécréter les hormones du stress en passant par l'hypophyse, qui va activer à son tour la glande cortico-surrénale qui se situe au niveau des reins. Cette dernière va produire du cortisol. En cas de stress, le niveau de cortisol augmente. Le cortisol permet de rester en état d'alerte, de maintenir la vigilance. Il est aussi responsable de la production de glucose dans le foie pour disposer d'énergie et enfin responsable de l'inhibition de notre système immunitaire. Dans cette phase de résistance, le cortisol continue donc à être sécrété. L'organisme étant bien constitué, il va réguler ce système, c'est-à-dire que si l'agent stressant disparaît, le cortisol un peu plus tôt sécrété va alors envoyer à son tour des informations à l'hypothalamus dans le cerveau qui va lui-même rétablir l'équilibre de tout le système. Mais il se peut que l'agent stressant reste. Vient donc la phase d'épuisement. Ici, dans la phase d'épuisement, les capacités énergétiques de notre organisme s'épuisent. Il va y avoir une dérégulation de nos systèmes neuronaux et endocriniens. Toutes les cellules de l'organisme continuent à recevoir les hormones du stress, et ce, au niveau du foie, des os et du cerveau. Cela va créer un affaiblissement de l'organisme et ainsi favoriser l'apparition de pathologies. C'est en effet lorsque l'exposition à un facteur de stress est perçue comme intense, répétitive, notamment en phase de résistance ou de stress aigu, ou prolongée en phase de stress chronique, c'est-à-dire la phase d'épuisement, que la réponse au stress devient inadaptée et préjudiciable à la physiologie, créant ainsi l'apparition de pathologies. Dans notre exemple du début, s'il y a violence répétée, il peut y avoir cette phase d'épuisement qui est préjudiciable à la physiologie et qui peut créer l'apparition de pathologies. Quelles sont ces pathologies? Ces pathologies peuvent être d'ordre somatique, comme avec des migraines, des maux de ventre, des troubles du sommeil à court terme, des troubles respiratoires comme l'asthme, de l'hypertension, du diabète, de l'obésité à moyen terme, et des maladies pulmonaires, cardiovasculaires ou des cancers à plus long terme. Ces pathologies peuvent aussi être d'ordre psychique via l'indifférence, l'introversion, la passivité, la résignation ou encore la sidération, la dépression, l'anorexie mentale et les troubles anxieux.
Enfin, il peut y avoir des troubles du comportement socio-professionnel comme l'irritabilité ou le risque d'accident accru. Pour une enfance protégée, c'est aussi l'enfant au cœur du sujet. Les mécanismes cités sont les mêmes pour les enfants, mais il me semblait important d'aborder ces mécanismes car savoir permet de faire de la prévention, mais aussi d'aller vers le chemin de la guérison. En conclusion sur le stress, nous pouvons voir que ce qui est important, c'est certes le stimuli, c'est-à-dire l'agent stressant, qu'il soit d'ordre personnel, professionnel ou social, qu'il soit d'ordre physique ou psychologique, mais également la réaction de la personne face au stress. Ce qui est important en effet, c'est aussi la réaction du cerveau et plus globalement du corps dans son ensemble. Comme évoqué, la réponse au stress relève d'une interaction complexe de mécanismes nerveux, hormonaux et immunitaires qui s'enclenchent automatiquement. Le cerveau est à l'origine du déclenchement de nos réactions et de tout notre système pour faire face au stress. Il impacte nos sensations corporelles, nos émotions qui sont plus ou moins fortes en termes de stress, et enfin nos comportements qui peuvent être adaptés ou inadaptés. Encore une fois, il n'y a pas lieu de culpabiliser car ces réactions sont automatiques. En revanche, nous pouvons agir sur un point, c'est la régulation de notre organisme. Il est en effet essentiel de pouvoir réguler notre organisme, notre cerveau et notre système nerveux afin de retrouver l'équilibre. Nous en parlerons dans un podcast spécifique. Merci au professeur Garcia pour son aide sur le sujet. Monsieur Garcia est professeur et chercheur, responsable du diplôme universitaire de psychotraumatologie, du diplôme universitaire de suicidologie et directeur du département des sciences de la vie à l'Université Côte d'Azur. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur les réseaux sociaux, sur la page YouTube Anasio et sur le site anasio.fr. Je vous dis à bientôt.